Bonjour, c'est Poser, le podcast mensuel de mise à disposition des savoirs de Tel Quel, l'agence universitaire de francophonie, et Economia, le centre de recherche HEM. Nous allons nous entretenir avec Florence Dupont, helléniste et latiniste, professeure émérite à l'Université de Paris et docteur honoris causa de l'Université de Genève. Et nous allons recevoir Hassan Rachik, anthropologue, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca et professeur invité à Princeton, à Brown aux États-Unis, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris ainsi qu'à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, parmi d'autres. En 2016, Jean d'Ormesson publie son Guide des agarés. Le titre est évidemment un hommage appuyé à Maïmonide. Pour faire la promotion de l'ouvrage, l'ancien directeur du Figaro fait le tour des plateaux télé, dont celui de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, le 22 octobre. La France entre alors en période électorale pour ses présidentielles et la question d'une chroniqueuse sur l'identité nationale, sur l'identité française, comment vous la définiriez aujourd'hui, cette identité ? Offre à l'académicien de faire montre de sa maîtrise des registres de la langue française qui autorise l'argot dans les contextes adéquats. C'est vraiment le genre de question qui me fait chier. De là à croire que le Figaro, lui au moins, était mieux avant, il n'y aurait qu'un pas. Mais, dans des contextes plus calmes et loin des feux de l'Aran, Florence Dupont et Hassan Rachik ont étudié, chacun de leur côté, la construction des identités collectives et individuelles. Un sujet qui risque fort d'assommer à nouveau le public francophone durant les mois à venir. De l'imagination a posteriori de Rome et de la Grèce antique, en passant par l'usage très fluctuant du nom des gens dans le Maroc précolonial, prenons le temps d'apercevoir comment se fabriquent grands et petits récits de l'identité, à quoi ils peuvent servir et ce dont il pourrait convenir de se garder. En 2005, HBO diffuse la série Rome, coproduite avec la BBC et la RAI. Avec un budget colossal de 100 millions de dollars, la série est saluée par la critique et remporte 4 Emmy Awards. Ici, après l'assassinat de Jules César, Marc-Antoine fait ses préparatifs pour partir dans le Nord. Qu'est-ce que tu veux dire par fais ce que tu veux ? Pourquoi tu es là ? Si je peux faire ce que je veux. Oh, je ne veux rien dire du tout. Bien sûr que je veux que tu m'accompagnes. Si tu préfères emmener une autre maîtresse, je ne protesterai pas, je t'en prie, fais-le. Non, pas du tout. Je dis juste que je ne peux pas t'obliger à m'accompagner. C'est là que tu étais ces dernières heures, je suppose. Florence Dupont, est-ce que vous l'aviez trouvée fidèle à l'histoire et qu'est-ce qu'elle nous montrait en fait, cette série qui par ailleurs était très bien faite Disons qu'il y avait des moyens techniques tout à fait intéressants. Non, ce qu'elle nous montrait, c'était une Rome absolument pas, d'un point de vue culturel, social, absolument pas historiquement vrai. En effet, comme souvent, ce qui était projeté sur Rome, c'est notre monde moderne, mais disons à une sauce antique. Je vais donner juste quelques exemples. Les rapports, par exemple, entre les hommes et les femmes n'étaient pas du tout ceux qu'on peut reconstituer, en particulier à l'intérieur du mariage. C'était une sorte d'histoire, d'adultère, etc., qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on peut savoir. Ensuite, autre chose qui revient toujours, mais qui est très choquant, c'est l'origine de tous les figurants et de tous les personnages. Ils sont tous parfaitement blancs, parfaitement européens, alors qu'on sait que Rome était une société, on dirait aujourd'hui, multiethnique, et avec des gens qui étaient de toute origine. Simplement, comme personne n'y attachait d'importance, on n'en parle jamais. Ça va avec le fait que Rome est utilisée comme origine de la société et de la culture occidentale, alors qu'il n'en est rien. D'accord. Voilà. Donc c'était un premier point. Par ailleurs, il y avait, c'est plus anecdotique, mais c'est aussi important. Il y avait des faux rituels afin de présenter les Romains. Alors c'est l'autre aspect de l'idéologie romaine contemporaine, afin de les montrer comme des barbares. Hein. En effet, il y a beaucoup de sang, des rituels étranges, et enfin, Vercingétorix s'est étranglé sur la place publique par César. Alors, pour répondre peut-être à une question qui est, mais alors, est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, c'est pas contradictoire, parce qu'en fait, Rome est placée à l'origine avec cette idée que depuis, il y a eu des
une humanisation, des grands progrès dans la moralité, étant sous-entendu que tous ces progrès viendraient évidemment du christianisme, si vous voulez. Voilà. Donc, voici ce qu'on peut reprocher à cette série. La série Rome est une série anglo-américaine, mais on peut se poser la question sur cette reconstruction de Rome. Finalement, quand la Troisième République française, et donc la Quatrième et la Cinquième à la suite, cette école qui, paraît-il, marchait si bien avant, disent certains, est-ce que c'était plus fiable? Est-ce que c'était plus proche de ce qu'on sait maintenant historiquement des réalités de Rome et de la Grèce d'ailleurs? Ou est-ce que c'était là aussi une reconstruction a posteriori et une projection de la cité parisienne en l'occurrence sur l'Antiquité? En fait, tout le drame vient du 19e siècle, hein, et effectivement, cet enseignement de lettres classiques, au moins jusque dans les années 80, est resté un enseignement très européen, en oubliant complètement que le monde ancien s'étendait depuis le sud du Maroc jusqu'en Afghanistan, et que tout le monde était considéré comme tout aussi, entre guillemets, civilisé que, peut-être même plus, que les Gaulois ou les Italiens. Donc, en fait, oui, mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé à partir des années 60, c'est-à-dire que l'anthropologie, c'est-à-dire une autre méthode, s'est intéressée à l'Antiquité grecque et romaine en montrant qu'il s'agissait en fait, comme on dit certains, de sauvages comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de spécificité des cultures grecques et latines. Elles n'étaient ni supérieures, ni plus civilisées que les autres. Tout aussi intéressantes, mais tout aussi différentes. Le miracle grec n'était pas si miraculeux que ça, finalement. Non, le miracle grec, vous avez raison de reprendre cette formule, mais c'est vraiment ça qui est en question. Il n'y a pas eu de miracle grec, c'est-à-dire la civilisation humaine ne s'est pas tout d'un coup révélée à Athènes, sur les bords de la mer, hein, et puis ensuite ce serait transmise au monde entier. Ça, c'est une vision évidemment fausse, évidemment liée à l'histoire de la colonisation. Mais je pense, enfin j'espère qu'on en est maintenant débarrassé, qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est à cette occasion de l'enseignement des lettres classiques, c'est de redécouvrir un monde qui peut-être pourrait nous inspirer par son ouverture, son multiculturalisme, etc. Et son brassage de population. Et son brassage de population, ouais. Oui. Hassan Rachik, nous allons parler d'identité. Alors, on va commencer à l'identité de base. Le nom des individus, comment s'utilisaient les noms et quelles étaient leurs références dans le Maroc précolonial? Alors, il faut d'abord, je commence par dire que le nom, c'est le symbole de la personne. On va pas parler des prénoms parce qu'il y a toujours une confusion entre prénoms et noms. On va parler des noms, les noms que peuvent porter une famille ou un groupement de personnes. Alors, il y avait, on va dire, plusieurs types de noms communs. Il y a la nisba, qu'on connaît un peu en arabe, qui se termine avec un ya, un y, safraoui ou fassi, etc. Et pour les femmes, safraouia ou fassia. Donc il y a l'identité en arabe, et puis bien sûr il y a les identités en amazigh, où il y a plusieurs, c'est pas la peine d'aller dans le détail, mais c'est pas en ya, c'est 8x, ou idx, ou indx, etc. Et là vous avez des prénoms, 8 mzal, ou des choses comme ça, 8 ceci, 8 ceci. Donc ça renvoie au lieu. Ça renvoie à la tribu, ça oui. renvoie à la tribu. Ça peut, dans certains cas, les grandes tribus anciennement sédentaires, ça peut renvoyer à un dieu, comme Tlemcen, en berbère, hein, Tlemcen, c'est Tlemceni. Et donc, vous avez les noms les plus fréquents, c'est les noms par rapport aux tribus. Atawi, Doukali, etc. Hrizi, etc. Et donc, le deuxième nom qui est relativement fréquent, c'est le nom par rapport aux confréries. Donc Tijani, Qadiri, et ainsi de suite. Il y a les villes anciennes, Zemmouri, Roudani, et ainsi de suite. Et puis il y a relativement marginal, mais c'est les noms les noms des corporations. Debar, Jouahri, Sqalli, et ainsi de suite.
Voilà, en gros, c'est des entrées pour dire qu'est-ce qui est important pour ce jeune. Pourquoi porter le nom de la tribu, ou de sa petite ville, ou de sa corporation, ou de sa confrérie. D'accord? Pourquoi Qaderi et pas Slaoui? Alors qu'il est à Salé, hein, pour prendre un peu l'un des nationalistes un peu célèbres. Le plus important n'est pas cette classification. Le plus important, d'après les études que j'ai faites, surtout sur le Maroc précolonial, c'est que le nom n'était pas fixe. Bien sûr, il peut être fixe si la personne ne bouge pas, si la biographie de la personne est indigente et sobre. Bon, il va porter le même nom pendant toute sa vie. Mais si la biographie est intéressante, si la personne bouge d'Alep jusqu'à Alexandrie, en passant par Kairouan, en venant à l'Andalousie, etc., alors vous aurez une chaîne d'identité. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pour un même individu. Pour la même individu. Il est ceci par naissance, cela par éducation, et ainsi de suite. Jusqu'à Qararan, il est enterré par. Parfois même, c'est l'épouse qui donne l'identité dans certains écrits. Il est ceci par son épouse. Ahlan. Il est X Ahlan. Il y a un paradoxe, le fait que le nom ne soit pas fixe. Je n'ai pas à être comme mon frère. D'ailleurs, Mokhtar Soussi portait le nom de Soussi, son frère portait le nom de Ilri. Pour moi, c'est la modernité parce qu'il y a le choix de l'identité, il n'est pas imposé par l'administration, par l'état civil. Et puis, la même personne peut changer. Mon grand-père, tu le sais, mon grand-père a porté 3-4 noms différents. Et l'anecdote, là, pour que les gens comprennent, l'administration coloniale, comme les gens venaient pour faire le cadastre, etc., donc pour attester de la propriété foncière des gens, ils leur demandaient les actes notariaux. Et bien sûr, l'administrateur, le fonctionnaire français, rationnel comme il est, s'attendait également à un nom fixe. Elle trouve, je ne sais pas, Hassan ben Ahmed el-Ouarzazi, Hassan ben Ahmed el-Ilghi, Hassan ben Ahmed ceci. Et ils ont dit, bon, est-ce que c'est la même personne? C'est pas la même personne? Non, c'est la même personne, sauf que là, j'étais dans ce bled, et puis j'ai bougé vers l'autre bled, et j'ai porté le patronyme de ma tribu d'accueil. Bon, il a fallu une douzaine de co-jureurs pour attester que derrière des noms différents, il y a la même personne, la même identité. Si j'ai bien compris, avec la colonialité et puis l'arrivée du réformisme et du salafisme, va venir ce que d'aucuns appellent la modernité précisément, qui va fixer les choses, et notamment les noms et l'état civil. Est-ce qu'on peut dire un mot du rôle de l'idéologie dans cette transformation de l'usage du nom? Alors, pas forcément l'usage du nom, mais l'usage de l'identité qui est en rapport avec le nom. D'accord. Les identités traditionnelles étaient implicites. Elles étaient contextuelles. La même personne peut choisir le nom du village, ou le nom de la fraction, qui est un peu plus grande que le village, ou le nom de la tribu, ou même le nom de la confédération. Abdelkrim Khattabi n'a pas choisi Rifi. Il a choisi le nom de son village. Et donc là, à chaque fois, vous avez des options. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les idéologies? Les identités vont devenir explicites. Les gens vont s'engager pour défendre leurs identités. Les identités sont de plus en plus des identités univoques. Vous devez être soit ceci, soit cela. Au Maroc, parce qu'il y a l'histoire, le Maroc appartient à la communauté arabe, il appartient à la communauté musulmane, donc il y a une chance d'avoir au moins trois identités, la marocaine, l'arabe et la musulmane. Mais par la suite, il y a d'autres idéologies qui vont venir et vous dire il faudra être arabe et uniquement arabe. Ou musulman et uniquement musulman. Donc les effets des idéologies, l'explicitation de l'idéologie, le fait de crier son identité sur les toits, je suis ceci. Avant, ça posait pas problème. Les musulmans étaient musulmans et basta. Les amazirs étaient amazirs et basta. Et donc, mais à un moment, qui est très difficile, il y a des conditions où vraiment les identités deviennent un peu fragiles. Ils ne peuvent plus se soutenir d'elles-mêmes. Ni la tribu, ni la confrérie, les nations, etc. Et donc, il faut quelque chose d'externe, des piliers externes, et c'est les idéologues et les intellectuels. Tous les idéologues
ne sont pas pour une identité univoque, mais la chance de porter une identité univoque n'est possible qu'avec les idéologies. Qu'elles soient salafistes, nazis, arabistes, c'est-à-dire vous êtes X et uniquement X. Et donc, on est dans un autre, dans une autre logique. Venu du duo Kruder-Dorfmeister, le musicien autrichien Peter Kruder sort en 1999 un projet solo, Peace Orchestra, avec une piste remarquée, Who Am I? Florence Dupont. Rome, à un moment donné, conquiert la Grèce. Mais est-ce que quand Rome conquiert la Grèce, est-ce que c'est comme l'Espagne qui conquiert les Amériques? Et d'ailleurs, est-ce que du coup, c'est pas Rome qui aurait un peu inventé la Grèce dans ses récits? Et donc, vous êtes posé ces questions-là et je suis curieux de savoir quelles sont les réponses que vous apportez ou vous suggérez. Alors, en fait, si vous voulez, on est, et votre comparaison est intéressante, on n'est pas du tout dans la situation d'un monde tout à fait autre qui débarquerait. Quand Rome a conquis militairement la Grèce, elle était déjà grecque. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde méditerranéen était entre guillemets grec, c'est-à-dire qu'en toutes sortes de pratiques, d'images, en particulier l'écriture, s'était répandue, mais venant d'ailleurs moins de Grèce que de Phénicie en fait. S'était répandu dans tout le bassin méditerranéen et qui avait déjà un grand mélange de traditions, de pratiques, de représentations de Dieu. Donc en fait, la conquête militaire n'a pas changé grand-chose, sinon qu'elle a effectivement fait que le pouvoir issu de Rome s'est installé un peu partout. Mais la grande différence il y en a beaucoup, entre la conquête des Amériques par les Européens et la conquête par Rome du monde méditerranéen, c'est qu'en fait, sur place, ce qui est arrivé, c'est que sur place, les habitants sont devenus romains. C'est-à-dire qu'en particulier, les élites sociales et politiques ont été immédiatement romanisées et sont devenus en fait les nouveaux Romains. Et il n'y a pas eu de massacre. Enfin, il y a eu bien sûr, il y a des gens qui sont morts comme dans toutes les guerres. Oui, il y a eu des batailles. Mais les batailles, c'est une chose, les génocides en sont une autre. Et surtout, il n'y a pas eu quand même, ce qu'on appelait un ethnocide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu les mélanges se sont accélérés et les gens ont eu en fait si on parle d'identité, ils ont eu des identités multiples. Ce qu'on trouve en particulier dans l'épigraphie, c'est qu'ils sont à la fois, prenons un exemple marocain, on a comme ça dans les tombes en particulier des grands propriétaires qui sont issus de la population numide, qui ont eu la cité romaine et qui par ailleurs sont peut-être des intellectuels et écrivent en grec de la philosophie. Donc, en fait, c'est ainsi que ça s'est passé. Il n'y a pas eu, évidemment, de répression religieuse, puisque les dieux sont considérés comme équivalents. Et en fait, en quelque sorte, il y a eu une couche en plus, une couche culturelle, une couche politique, qui s'est ajoutée à la société précédente. D'accord, donc il y a eu une romanisation, mais il n'y a pas eu de remplacement de population. Ah non, surtout pas. Et même, vous savez, le terme de romanisation, bon, il est pratique. Il faut voir à quoi il se limite. Hein. Si vous voulez, c'est un peu c'est un modèle social qui a été adopté ou bien adapté à la situation. Comme vous savez, les empereurs romains, vous avez entendu le dire, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, disons à partir du 2e siècle pour être exact, étaient issus de toutes les provinces de Rome. Et on a tous ces gens qui ont des noms romains, mais qui sont en fait de toute origine. Hassan Rachik, vous insistez sur le fait
que toute identité est relationnelle, qu'elle se définit dans un rapport à l'autre, en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu ça? C'est le mot identité qui est équivoque. Le fait de dire à un moment donné, je vais prendre uniquement cet exemple, de dire à un moment donné, nous sommes musulmans, et puis les salafistes vont se poser la question, mais pourquoi la civilisation musulmane ou les musulmans sont en retard par rapport à quoi? C'est par rapport à la civilisation occidentale. Donc il est à chaque fois, quel que soit, et ça c'est on le suit, pas uniquement au Maroc, la majorité des études sur l'ethnicité aux États-Unis, sur les groupements ethniques en Afghanistan, etc., prouvent qu'il y a une interaction, une identité, on va dire pour le Maroc, amazigh et arabe. Vous dites que vous avez une langue éloquente, nous aussi on va dire nous avons une langue éloquente. Vous dites que vous avez un territoire, nous aussi on va dire qu'il y a une territoire. Vous dites que vous avez une histoire, nous aussi on va dire qu'on a une histoire, etc. C'est l'autre qui vous oblige parfois à choisir les éléments de ton identité. La mazirité avant l'arabité, c'est une chose. La berbérité, les chlouh, les arabophones, les blagues sur l'arabie, sur chlouh, sur le farsi, vous allez trouver des éléments de l'identité, chlouh, etc. Les clichés ou les stéréotypes sur les rifailles. Mais ce sont les intellectuels, les idéologues amazirs, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des amis, qui vont développer quelque chose qui serait un peu le reflet qui contredit les identités autres qui existent, et c'est l'arabité. Et quand il s'agit de l'islam, la même chose. Vous dites, vous êtes idéologue musulman, vous dites que nous sommes d'abord musulmans et puis berbères, il y a une majorité, en tout cas une partie des intellectuels amazirs qui disent, bon, écoutez, comme les arabistes l'ont fait, l'islam n'est qu'un élément de l'identité amazigh. Ce n'est pas le grand cercle, c'est un rayon dans le cercle de la mazirité. Les arabistes le disent également. Le Coran est arabe, et puis le grand cercle, c'est l'arabité, et l'islam n'est qu'une étape dans la civilisation arabe. Donc à chaque fois, c'est l'autre qui te pousse à t'identifier. Tu as peut-être plusieurs identités, mais si tu es Rajaoui, l'autre est Ouidadi, et ainsi de suite. Il est relationnel dans ce sens où d'abord il est très difficile que le moi ou le nous se définisse en dehors de l'autre. C'est impossible. C'est pourquoi le mot identité est équivoque. C'est vraiment impossible. Il n'y a pas une identité, il n'y a pas quelque chose qui t'appartient et que tu peux définir dans l'absolu. C'est l'autre également qui t'aide à te définir. Il y a mieux encore, il y a l'identité qui est attribuée, ou auto-attribuée, et il y a l'identité qui est donnée par les autres. Qui est prescrite. Oui, et qui est prescrite, et que tu maîtrises pas. Tu peux beau dire je suis musulman, il y a d'autres qui disent non, tu n'es pas musulman. Tu es jahili, tu n'es pas pieux, tu n'es pas, etc. Et donc voilà un peu, ça peut être à l'attention, ça peut être à la complémentarité. C'est aussi le mécanisme du racisme, par exemple. Aussi. Réclamer l'appartenance à un pays et aussi. Quelqu'un dans le pays qui refuse cette appartenance à cause de la couleur de peau. Aussi. Etc. Aussi. En 2021, Zoli Mignanas et Laurent Garnier marient le psychédélisme des années 60 avec celui des 90 dans leur album Des Pellicula, comme dans l'excellent Steeplechase. Il y a eu, je crois, un empereur romain qui était amazigh, originaire d'Afrique ou de l'actuelle Libye, Florence Dupont. Oui. Alors, il y en a eu même plusieurs. Il y a eu toute une famille. Il y a aussi Philippe l'Arabe, etc. Vous faites un pas vers quelque chose un pas que je ne ferai pas. Oui, vous dites, je sais pas. Vous dites, il a été amazigh. Ouais, il a été amazigh. Si vous voulez, le problème, le problème la discussion qu'on peut avoir avec le problème des origines romaines de l'Europe, il se repose avec les origines entre guillemets amazigh du Maroc, parce qu'en fait le problème des origines est le même partout, parce que le problème est de savoir s'il y a eu un noyau très 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 ancien qui fonderait l'identité aujourd'hui, qu'on privilégierait, ou bien si dans tout ce mélange on prend une identité qui est en fait qui se construit chaque jour, que ceux qui la vivent construisent chaque jour, sans pour autant
privilégier une origine. Je veux dire, c'est quand même un débat. Mais donc, au fond, là, on en arrive à la dernière question. Ces notions d'identité et d'altérité, qu'est-ce qu'elles ont comme consistance quand on regarde tout ça? Alors, évidemment, elles existent. Elles sont les gens vivent ça. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce qu'on dit selon un terme philosophique, de les essentialiser, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, prenons un exemple. Parler une langue berbère, une des langues berbères, c'est effectivement s'affirmer comme appartenant, du moins en partie, à une culture qu'on appelle berbère. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de se rattacher à d'autres identités. Si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ce qui se passe, mais il s'est passé dans les nouvelles nations, ce qui s'était passé au XIXe siècle en Europe, c'est-à-dire que chaque fois qu'un groupe social s'est affirmé politiquement, s'est construit comme nation, il a pris, et c'est tout à fait légitime, il a adopté des signes identitaires, qui peuvent être la langue, qui peuvent être la religion, qui peuvent être ceci, cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, peut-être un peu trop de termes savants, mais c'est ce qu'on appelle l'ethnogénèse, ou l'ethnopoétique, c'est-à-dire qu'une nouvelle culture, une nouvelle société, une nouvelle nation se construit. Et là, donc, c'est tout à fait normal et on suit ça comme ça. Alors donc, et on dit aussi que dans ce cas-là, l'identité se performe, c'est-à-dire que elle fait de l'affirmation identitaire non pas un héritage, ça n'est pas un destin, si vous voulez. Ça n'est pas une assignation, comme on dit. Alors, ce qui se passe, et ça s'est passé un peu partout, c'est que sur ces nouvelles identités, construites par l'indépendance, etc., il y a souvent ce qu'on appelle des grands récits qui se sont construits, c'est-à-dire qu'on établit des filiations directes dont les historiens disent non, elles sont pas authentiques, mais si vous voulez, il y a un imaginaire qui se crée, et alors souvent on est en dialogue avec cet imaginaire, et des dialogues qui peuvent être un peu costauds quelquefois, un peu affrontements, parce que si vous voulez, c'est vrai, et on peut comprendre que cet imaginaire a quelque chose est utile. En même temps, quand on est du côté des historiens, on dit oui, vous êtes bien gentils, mais vos trucs, c'est pas du tout vrai. Mais c'est pas grave, mais bon, en particulier, moi, je me suis intéressée à l'histoire du Maghreb depuis l'époque romaine et avant, si vous voulez, et donc on voit que les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut... Bien sûr. Voilà. Dans votre ouvrage « Éloge des identités molles », vous faites une citation de Michel Serres, qui en substance dit que peut-être un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion entre identité et appartenance. Que les appartenances d'un individu ou d'un groupe d'ailleurs sont multiples. Donc par exemple, il dit que sa carte d'identité ne dit pas son identité, mais ses appartenances. Il appartient au groupe des gens qui font moins d'1m80, qui ont telle nationalité. Et il dit il a d'autres appartenances, par exemple, ou non-appartenance. Il n'appartient pas au groupe des gens qui parlent turc, mais il pourrait rentrer dans ce groupe des gens qui parlent turc un jour. Donc que cet ensemble d'appartenances qui constitue peut-être son identité, en tout cas son individu, on pourra le connaître qu'à la fin de son parcours. Est-ce que ça résume bien ce que vous nous dites quand vous dites que en fait il faut des identités molles, il faut comprendre que tout ce qui s'est appelé identité, ce sont différentes étiquettes qui n'existent d'abord que relativement à quelque chose d'autre et qui se superposent les unes les autres dans l'ordre qui va dépendre des circonstances. J'ai choisi ce texte et j'ai mis quelques extraits à la fin du livre. Je l'ai choisi parce que je partage avec lui l'idée d'une conception contextuelle de l'identité. Et pour moi, une identité molle, c'est une identité contextuelle, qui n'est pas rigide, etc. Alors, molle, ça veut dire tout simplement souple. Hein. Mais bon, j'ai joué sur soft identities ou soft sciences. Pour la langue arabe, c'est le marina, donc, parce qu'il est sorti en arabe. Donc, c'est Madih Louiyat le marina. On n'a pas dit l'Acha, même si j'étais pour Acha, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, identité contextuelle veut dire tout simplement que vous avez plusieurs appartenances, objectivement, en dehors des idéologies, ce que vous vivez objectivement, c'est plusieurs appartenances.
groupe professionnel, groupe ethnique, groupe religieux, groupe linguistique, groupe national, les sports, etc. Donc, vous portez plusieurs identités. Le problème avec les identités dures, c'est que parmi toute cette palette-là, on va vous dire, vous allez vivre uniquement cette identité. Le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est secondaire pas uniquement au niveau idéologique, parce que l'idéologie, elle vise un peu les comportements des gens. Mhm. C'est-à-dire, si on te dit tu es musulman, donc tu dois te comporter en tant que musulman selon la définition de cette idéologie. Bon, je vais prendre l'extrême. Tu dois pas écouter la musique. Mm. Mais sur toutes les idéologies religieuses ne disent pas ça, mais bon, l'extrême. Et donc, tu peux aller dans une série d'injonctions et d'interdictions qui clouent l'individu et qui va porter un seul badge 24 heures sur 24. Même sa vie la plus intime, sexuelle, etc. Il doit se comporter. Le plus important dans les idéologies, c'est qu'il faudrait que ces identités qui sont objectives et objectivées et vécues de façon objective soient prises en charge subjectivement. Et quand ils sont pris en charge subjectivement, on va rencontrer Michel Serres. Donc, ton identité est ouverte. Je peux être musulman et partager 1000 choses avec des chrétiens, avec des hindous, etc. Donc, il y a l'exemple également d'Amartya Sen, de Ravi Shankar, qui est d'une religion X, et que celui qui joue au tambour d'une religion Y, mais lorsqu'il joue de la musique, ils jouent de la musique, ce sont des musiciens. Alors c'est ça, tu appartiens à une communauté XY, mais à un moment, dans un contexte déterminé, tu oublies l'une de tes identités pour mettre l'accent sur une identité. Les Marocains, quand est-ce qu'il est musulman? Dans un contexte, il est musulman. Mais dans d'autres contextes, il va revendiquer sa marocanité, et ainsi de suite. Donc les identités molles, ce sont des identités contextuelles. L'individu a plusieurs options. Il ne va pas porter toutes les identités en même temps, mais il va en choisir selon le contexte. Je peux me rencontrer avec Murtada dans un contexte et différer et diverger avec lui dans un autre contexte. Et ainsi de suite. Et c'est l'exemple que j'ai donné du football, de Zidane qui peut défendre une équipe italienne contre une équipe française, est un bel exemple. Lorsque les individus circulent dans plusieurs communautés identitaires, ça diminue, ça atténue. Zidane, qui est français, équipe nationale française, va rencontrer l'équipe italienne, il connaît au moins 2 ou 3 coéquipiers. Ça atténue, donc. Et idem pour les identités. C'était d'ailleurs l'espoir, l'idée dans l'organisation de la féodalité européenne. Les familles aristocrates se mariaient à l'échelle européenne, d'où à la fin d'ailleurs Louis XVI et Marie-Antoinette, à qui les révolutionnaires reprochaient de venir d'Autriche. C'est pas comme maintenant. C'est le moment où on commence à fermer les identités sur les frontières nationales. Maintenant, l'identité est rigide et à chaque fois, on va te dire tel ministre, il a un passeport français, il ne mérite pas d'être ministre. Et en Hollande, des ministres qui ont des problèmes parce que certains leur reprochent leur passeport marocain. Et inversement, bien sûr. Inversement. Cette fermeture des identités, exactement. C'est ce que les quelques politiciens, quelques intellectuels français ne comprennent pas lorsqu'ils parlent du communautarisme. Alors ces gens-là, qu'on qualifie de communautaristes, ils vivent son identité de façon contextuelle. Il est français quand il faut être français. Il est algérien ou tunisien ou maghrébin ou arabe ou musulman ou tijani s'il le souhaite ou qadiri, suivant le moment de sa vie. Dans d'autres contextes. Donc l'élément communautaire, c'est un élément. Il devient nuisible lorsqu'il exclut les autres identités. Pas lorsque je revendique que je suis maghrébin ou marocain. C'est quand j'exclus ma nationalité française, mon appartenance à ce pays dont je porte le passeport, etc. Là, je deviens exclusif. Mais si je la porte un jour et puis les autres jours je porte d'autres identités, il n'y a aucun mal. C'est vraiment ma conception de l'identité molle. Alors que ceux qui interdisent, qui exhibent ou qui brandissent le communautarisme sont dans l'identité dure.
Et communautariste, du coup, puisqu'ils veulent fermer la communauté nationale à une seule et unique identité. Voilà. Alors que normalement, la meilleure façon, c'est que les gens vivent leurs identités de façon contextuelle, pas rigide, et pas exclusive, et pas univoque. Nous remercions Florence Dupont, professeure émérite à l'Université de Paris, et Hassan Rachik, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca, pour leur participation à cet épisode de Poser consacré aux identités et à leur construction. Merci enfin à toute l'équipe de production, Fatim Zahra Belasri, Hamad Skali et Lubna El-Mashi. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur les plateformes d'Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify, ou l'écouter sur les sites de telquel.ma, de l'AUF et d'Economia.